Bon, alors on recommence. La première partie, donc, comme on est sur une journée sur le fonctionnement de l'esprit, la première partie visait à faire un pont entre la science avec Francisco Varela et le bouddhisme, et maintenant faire un pont entre la pleine conscience, dont on parle beaucoup, la mindfulness. Donc Christophe André est un des porte-drapeaux en France, on entend souvent à l'émission Grand bien vous fasse à France Inter le matin. Comment? Je dis, il a fait son œuvre, si je peux me permettre cette expression, avec ça. Il était de la FNAC. Alors peut-être qu'il... Je suis désolé, hein. Oui, mais peut-être qu'il oriente tous les dons qu'on lui fait. Après, moi, je ne sais pas, mais bon. Donc, en tout cas, bon, vous voyez ce que c'est, donc, c'est la mindfulness, faire un pont avec le bouddhisme, et avec un exercice pratique de régulation des émotions. D'abord, est-ce que tout le monde connaît la notion de la pleine conscience de Kabat-Zinn? Qui c'est qui a entendu parler de la mindfulness ou pleine conscience de Kabat-Zinn? Tout le monde alors. Bon, donc ça va permettre d'aller plus vite. Ici, sur un diaporama que j'ai fait pour l'hôpital de Bayonne, où je leur ai fait un stage de pleine conscience. À l'origine, c'est John Kabat-Zinn, c'est lui, professeur à l'université de Massachusetts, accompagné maintenant de Mark Williams, université d'Oxford, Tisdale, Cambridge, université de Cambridge, et Segal, l'université de Toronto. Bon, enfin, peu importe, la pleine conscience, vous devez savoir ce que c'est. Dans la pleine conscience, on a la Mindfulness Based Self-Reduction de Kabat-Zinn et la Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, de Segal ou bien Tisdale dont je viens de parler, qui sont partis du cadre des thérapies comportementales et cognitives, les TCC. Est-ce que vous connaissez les TCC? Qui c'est qui a entendu parler des thérapies comportementales et cognitives? Presque tout le monde, mais pas tout. Dans le champ clinique, thérapeutique en France, quand on fait des thérapies chez un psychologue ou un psychiatre, alors il y a le plus gros pôle, c'est les thérapies d'orientation psychanalytique, même sans qu'elles soient vraiment la psychanalyse, mais en fait qui se réfèrent à Freud, à l'inconscient dont on a parlé, etc. Et vous avez l'autre gros pôle, à l'opposé presque, qui est celui des champs de thérapie comportementale et cognitive. Alors les approches plus classiques vont essayer de reprendre la structure de la personnalité depuis l'enfance, je schématise à fond. Hein. Les thérapies comportementales et cognitives sont plus ciblées sur des symptômes précis, notamment des phobies, des troubles anxieux, des dépressions. Je fais simple. Et au milieu, vous avez tout un tas d'autres thérapies, thérapie familiale, gestalt, thérapie systémique, de l'EMDR, enfin, il y a plein de choses. Mais un des gros pôles, c'est les thérapies comportementales et cognitives qui ont une prétention scientifique. On se sent celui qui gonfle. Bon, qui essaie et qui critique un peu les psychanalyses et réciproquement la psychanalyse qui les critique. Les thérapies comportementales et cognitives essayant de faire des thérapies courtes, en quelques semaines ou quelques mois, et la psychanalyse pouvant durer longtemps. Voilà. Alors moi j'ai un petit cabinet de pratique de thérapie comportementale et cognitive. J'ai fait des études, j'ai fait un DU de TCC. Donc c'est un domaine qui m'est familier. Et Segal et Tisdale ont inclus des apports des thérapies comportementales et cognitives dans le champ de la mindfulness initié par Kabat-Zinn, qui a développé son programme de réduction du stress à l'université au MIT depuis le début des années 80, 1979. Bon, donc ça, c'est les deux gros champs. Si on fait un récapitulatif qui est proposé par l'Association française pour le développement de la mindfulness, ADM, et on a ce tableau d'ensemble. Donc Geneviève Hamlet, qui était traductrice de Taraptoudou dont j'ai parlé tout à l'heure et dont je suis l'enseignement, il y avait 2 ou 3 traductrices
Il y a deux traducteurs, un traducteur et deux traductrices, dont Geneviève Hamlet. Donc, du côté de la mindfulness, on a la mindfulness-based retraduction de Kabat-Zinn, la mindfulness-based cognitive therapy de Segal, Williams et Tisdale, qui inclut des apports des thérapies comportementales et cognitives. Alors ça paraît anecdotique ce que je dis, mais c'est pas du tout anecdotique, parce que l'exercice qu'on va faire va s'inscrire, et que je vous propose de faire, dans le champ des thérapies comportementales et cognitives, à la fois, ainsi que dans celui du bouddhisme. Donc la MBSR, on parle de méditation de pleine conscience, c'est lié avec les thérapies comportementales et cognitives qui sont ici. Du côté des sciences occidentales, médecine, neurologie, psychologie. Du côté de l'habitation, on a les sciences orientales. Donc là, on a un tableau qui est assez bien fait. Et les auteurs, Kabat-Zinn, Segal et Tisdale, travaillent ensemble. Il y a par exemple un livre, Méditer pour ne plus déprimer, si on veut un livre de référence pour le programme de MBSR et MBCT. C'est celui-là qu'il faut lire, il est très simple. Il dit de méditer, moi je n'aurais pas mis ce titre parce que c'est plutôt, ça pourrait être le programme MBSR, MBCT avec application à la dépression. Parce qu'en fait, il présente les 8 séances du programme de Kabat-Zinn complétées par MBSR. Sinon, après, moi j'ai fait des recherches, j'ai fait des travaux sur des populations d'étudiants et d'enseignants sur des stages de MBSR, MBCT. Après, ça c'était des recherches, c'est des articles très scientifiques, donc si ça vous intéresse, j'ai un petit site internet, vous mettez mon nom sur Google et puis vous trouverez les articles. Alors les stages de méditation qui sont mis en place par Kabat-Zinn et Segal et Tisdale. Alors là, j'ai pris un des stages que j'ai fait, c'était mes étudiants. Là, c'était à l'université de Limoges, mes étudiants. C'était mes étudiants. Bon, ils sont en groupe sur des affûts, certains sur une chaise. Et un stage de méditation MBSR, MBCT, ça comprend 7 ou 8 séances. 7 séances, la 8e étant un prolongement à faire dans la vie. Dans la structure générale, et c'est pour ça que c'est intéressant, il y a une structure générale qui a été élaborée, qui varie un peu, mais pas trop, d'un formateur à l'autre, ce qui fait qu'on peut la reproduire. Et du coup, comme on peut la reproduire, on peut faire des évaluations des bénéfices acquis par un programme de 8 séances, avec une séance par semaine de 2h30 ou de 2h30 pendant 8 semaines, donc 16 à 20 heures. Et comme on peut le reproduire, il y a plein de scientifiques qui se sont mis à faire une séance pour les personnes qui ont la phobie, une séance pour les personnes qui ont du stress associé, une séance pour, moi c'était pour les étudiants, une séance pour les enseignants. On prend des mesures, des échelles d'évaluation avant, des échelles de stress, des échelles de bien-être, des échelles négatives, donc difficulté de santé mentale, stress, anxiété, des échelles positives comme le bien-être, la satisfaction de la vie, des choses comme ça. On fait les épreuves avant, on fait l'échelle à la fin du stage et puis on voit s'il y a des différences significatives en faisant un contrôle avec un groupe témoin qui a rien reçu. Donc c'est très scientifique a priori. Alors tout ça pour dire que dans ces séquences-là, il y a la 5e séance. Alors, première séance d'introduction, seconde séance de stress, 3e séance travaux d'expérience, pensée, émotion, sensation corporelle, thoughts, feeling, body sensation. Là, je vais faire une diapo là-dessus. 4e séance, rester présent. 5e séance, exploration en pleine conscience de situations difficiles et régulation émotionnelle. C'est ça qu'on va travailler, sur lequel on va faire l'exercice. 6e séance, transformer la relation à nos jugements, nos interprétations des faits, nos pensées. C'est ce qu'on fait notamment en thérapie comportementale et cognitive, où on va identifier des distorsions cognitives. Il y a des erreurs de pensée que tout le monde le fait. Par exemple, des maximisations. Je ne vais pas y arriver parce que il y a trop de choses à faire. Ou alors des inférences arbitraires. Mon patron m'a pas salué ce matin quand je l'ai croisé. C'est parce que j'ai mal travaillé. Bon, ça pourrait être autre chose. Ou alors, elle m'a pas souri, il m'a pas souri, donc il m'aime pas, etc. Donc, bon, on en a plein de distorsions cognitives. Ça, c'est les apports des thérapies comportementales et cognitives.
dans les thérapies cognitives, les personnes souvent déprimées, anxieuses, commencent à avoir une vision erronée de la réalité. Donc, on fait une restructuration cognitive en les amenant à reconsidérer la réalité de façon cohérente. Oui, maintenant j'ai 40 ans, ma femme m'a quitté, donc c'est fichu, etc. Mais non, en plus d'être garçon, pardon, donc on fait une restructuration cognitive et puis la personne elle se rend compte qu'elle avait glissé dans une pathologie de déprime et d'anxiété. Et après, le passage à l'action. Donc on va essayer de faire un exercice de régulation émotionnelle. C'est pas simple, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas simple, mais c'est très amusant. Je trouve ça très amusant. C'était notamment bien expliqué par Pierre Philippot, qui est professeur de psychologie à l'Université de Louvain, en Belgique, qui est un des porte-drapeaux de la méditation, la pleine conscience en Belgique. Alors, j'avance. Alors après, il y a plein d'exercices, bon, peu importe. Mais j'avance sur les 3 modes de pensée, c'est-à-dire, pardon, excusez-moi, je reviens en arrière. Troisième séance, 3 modes de pensée, d'expérience, pardon. Pensée, émotion, sensation corporelle. Thoughts, feelings, body sensations. C'est diapo 11. Et cette diapo 11, on peut la mettre avec un schéma. Je vais la traduire par le schéma suivant. Avec un triangle, c'est à ce triangle-là, je l'ai emprunté à William Craken, qui était un universitaire de l'université d'Angleterre d'Exeter. Je l'ai trouvé j'étais à un colloque, une conférence à Montpellier, et c'est vraiment absolument remarquable. Thoughts, feelings, experiences in the body, de présenter ces choses-là, c'est remarquable. Alors, dans les thérapies comportementales et cognitives, on va utiliser en thérapie cognitive on va faire des tableaux avec des colonnes. La personne va dire, oh, mais vraiment, par exemple, j'avais une mamie, une patiente qui avait peut-être 75 ans ou 80 ans. Elle s'était faite 2 fois renverser une première fois agressée par des jeunes, elle s'était à Limoges. Bon, enfin, mais pour prendre son sac ou un truc comme ça. Puis la deuxième fois, en sortant d'un centre commercial, l'hiver, il y avait des jeunes qui s'étaient jetés sur elle. Alors elle était tombée, puis il avait pris son sac, et alors du coup, maintenant, elle était déprimée, elle ne veut plus sortir, et elle pensait que à Limoges, à centre commercial, les jeunes, la bande de jeunes attendait qu'elle arrive pour l'agresser. Donc c'était une distorsion collective massive. Enfin, il y avait un ensemble de célébrités, mais bien sûr qu'il n'y avait pas des jeunes qui attendaient que Madame Dupont elle vienne ça. Donc on fait un tableau, la situation. Bon, la situation, ben, je suis sorti du centre commercial, c'est Martial, c'était. Alors maintenant colonne, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors je suis sorti, mais ils m'ont sauté dessus, ils m'ont pris mon sac, etc. Ensuite, colonne suivante, les pensées. Quelles pensées vous avez? Que je ne vais plus pouvoir sortir, qu'ils me veulent du mal, pourquoi ils me veulent du mal, pourquoi c'est toujours moi, les émotions, feelings, mais j'ai peur, j'ai très peur, etc. Ensuite, dans votre corps, voilà, rien qu'en parler, je suis encore la gorge serrée, je m'en commence à pleurer. Bon. Après, on ajoute d'autres colonnes dans les PCC. Est-ce que vous êtes. Autre interprétation, est-ce qu'il y aurait d'autres interprétations que ce que vous avez dit? Parce qu'ils sont arrivés, ils vous ont sauté dessus, repassez bien la scène. Ils vous ont pris le sac. Peut-être peut-être c'était le sac qu'ils voulaient en premier. Ah bon? Et alors après, en fait, finalement, on s'aperçoit que les jeunes n'attendaient pas pour la faire tomber et prendre son sac. Et ils sont arrivés, ils ont pris son sac, ils ont tiré le sac, elle s'est accrochée, du coup elle est tombée. Et du coup, on refait une structuration cognitive de la réalité. Et du coup, pensez que les jeunes n'attendent que vous. Alors, on fait une colonne avec probabilité 80% de certitude et 20%. Alors, 85%,
après, on fait en interprétation cognitive, on introduit d'autres possibilités, mais ils ne font pas avec d'autres personnes, bah, peut-être que ceci, cela. Finalement, au bout d'une séance, on arrive à 20% de probabilité, et finalement, la dame se rend compte qu'elle a fait des maximisations, des inférences arbitraires, des raisonnements émotionnels, tout un tas de distorsions cognitives, et elle est rassurée, d'autant qu'on lui dit la prochaine fois, vous ne partez pas de votre petit sac Hermès et vous mettez votre portefeuille à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on fonctionne en thérapie cognitive. Du coup, ces colonnes-là, ces parties thoughts, feeling et sensations, ça vient vraiment des TCC, mais ça se retrouve aussi dans le bouddhisme. Les pensées, on les a dans le 5e agrégat. Les feelings, on les a dans le 4e, les samskaras, et dans le 2e, le Vedana. Les sensations expérimentées dans le corps, on les a dans l'agrégat numéro 1, dans Rupa. Parce que ce soit il y a 2500 ans maintenant, la personne n'a pas changé. On est toujours. Bon, alors une fois qu'on a vu ça, voici comment on va traiter les. Je vais prendre le cas de régulation émotionnelle qu'on utilise en thérapie comportementale et cognitive, qui, en thérapie comportementale et cognitive, et donc dans la mindfulness aussi, va être appelée exposition émotionnelle, parce que dans la thérapie comportementale et cognitive, si vous prenez un livre de référence comme celui de Cotreau, de prof vous avez première vague thérapie comportementale dans les années 50, deuxième vague cognitive à partir des années 60, troisième vague thérapie émotionnelle à partir des années à peu près 80, et dans les thérapies émotionnelles, vous avez au centre la mindfulness. Donc quand on parle de la mindfulness, on peut y venir depuis le bouddhisme ou depuis les thérapies comportementales et cognitives, où un thérapeute de TCC peut faire des exercices de mindfulness s'il a été formé à ça. Bon, tout ça pour en venir à quoi? Pour dire que pour faire un exercice de régulation émotionnelle, les cas le plus simple à prendre comme illustration, c'est le traitement de stress post-traumatique. Et les stress post-traumatiques peuvent être de différentes gravités. Je vais donner des exemples de patients que j'ai eu qui ont eu des stress post-traumatiques, mais qui n'ont pas eu d'incidence pour leur avenir. Ils n'ont pas été stressés parce qu'ils ont perdu un bras. S'ils avaient perdu un bras, il y aurait des conséquences pour l'avenir. Ils ont été stressés parce il y a une situation qu'ils ont rencontrée et qui les a bouleversés, mais ils n'ont pas été atteints physiquement, ça n'avait pas d'impact financier, ni amoureux, ni quoi que ce soit. C'était dur sur le coup, mais ils n'étaient pas responsables. Donc là, c'est des stress pour un exercice de régulation et de traitement du stress pour des cas isolés, localisés, ponctuels. Je vais donner des exemples. Alors que si on était un soldat qui a fait des horreurs à la guerre du Vietnam ou à la guerre de, je sais pas moi, d'Irak, qui a brûlé des villages, qui a brûlé des gens, qui a torturé des gens, qui a violé des femmes, et qui a vu des camarades éclater en morceaux sous les bombes et tout ça, alors là, le traitement du stress post-traumatique, ça va prendre des années, et puis ça ne va pas se faire comme ça. Alors, les techniques de traitement qu'on va utiliser s'appellent exposition émotionnelle, donc je disais en thérapie comportementale et cognitive, et auto-libération des émotions dans le bouddhisme tibétain. C'est la même chose. Et c'est ça qu'on va se proposer de faire après, en espérant que tout le monde aura eu un petit stress sous le coude, un petit traumatisme sous le coude. Mais on verra. Alors, pas qu'un. Bon, on va commencer un après l'autre. Hein. Alors, je vais donner un exemple, le traitement d'un stress post-traumatique. Alors, je prends une patiente, elle, qui vient parce qu'elle n'arrivait plus à conduire, parce que 2 ans avant, elle conduisait dans une route à la sortie de Limoges. Il y avait une voiture devant, dans laquelle il y avait une dame et un bébé, mais elle ne connaissait pas la dame. Il y a une personne qui a brûlé un stop, c'était dans la campagne, et qui est rentrée dans la voiture de devant. Donc la dame, ma patiente, elle s'arrête, elle va vers la voiture qui était tout embouteillée sur le côté où il y avait le bébé, et le bébé était mort.
Donc la maman en pleurs, effondrée, avec le bébé mort. Et alors maman, forcément ça a été terrible, mais la patiente, elle a fait un traumatisme de voir ça, ça l'a traumatisée. Et du coup, elle n'arrivait plus à conduire. Alors elle me demande combien de séances il va falloir, si ça se traitait. Je dis oui, ça se traite. Combien de semaines? Je dis une ou deux séances. Ah, elle me dit c'est pas possible. Mais je lui dis mais si, parce que c'est pas votre bébé, c'est pas votre famille. Vous n'étiez pas responsable. Alors comment on fait? Euh, On dit, je dis à la patiente, bon, j'ai un beau fauteuil, vous allez vous asseoir ici, et on va repasser le film. Et au fur et à mesure qu'on passe le film, il va prendre, on va prendre des indices entre 0 et 10, comme des échelles de douleur à l'hôpital, pour le choc, l'émotion que vous avez, les sensations dans le corps. Donc on va faire les unes après les autres. En ce moment, vous ressentez combien ça vous pèse encore dans votre esprit, ou quel est le mot que vous employez? Je suis choqué, ou je suis toujours à combien, ou encore à 7 sur 10, par exemple. Bon, je vais dire, alors maintenant, on va repasser le film, donc je vais faire un peu d'exercice de respiration pendant 3 minutes, fermer les yeux, et on repasse le film, et là, quand elle arrive au moment où il y a l'accident, je lui dis, vous êtes à combien? Elle me dit, mais là, c'est terrible. Je lui dis, qu'est-ce que vous ressentez comme émotion? Alors, on peut en dire plusieurs, mais je lui dis la plus forte, c'est le mot pour le plus fort, mais c'est l'horreur. Elle me dit, c'est l'horreur. L'horreur, vous la ressentez à combien? Pas quand vous y étiez, mais en ce moment dans le fauteuil. Ah là, je suis à 9 sur 10, et c'est affreux, vous pouvez vous imaginer, je vois encore le bébé, etc. Très bien. Et alors maintenant, cette émotion, vous la ressentez dans le corps. Je l'avais expliqué avant qu'une émotion, ça a toujours c'est comme une pièce, ça a toujours une face psychologique et une face somatique. C'est-à-dire, il n'y a pas d'émotion qui n'a pas de traces corporelles. Toutes les émotions, même si on a un petit sourire, on se détend dans le corps, voyez-vous. Mais là, pour un choc comme ça, je dis, mais là, je suis oppressé, par exemple, soit la poitrine, enfin le ventre, la poitrine, ou souvent la gorge, la poitrine ou le ventre. Mettons le ventre complètement noué, me dit, mais j'ai la poitrine, mais là où c'est le plus fort, mettons le ventre complètement noué, serré, à combien? À 8 sur 10, je suis très mal. Alors je lui ai dit, ce qu'on va faire, vous allez rester au niveau, vous allez entrer dans le ressenti du ventre, et on va y rester pendant une demi-heure. Donc vous avez prévenu avant que ça ne sera pas marrant du tout, parce qu'on va entrer dans la sensation du corps. Or, qu'est-ce qu'on voit bien avec ce schéma? Au niveau du corps, on a 5 sens, on peut diviser en 5, la vue, l'ouïe, le goût, qu'est-ce que je dis? Le toucher. Comment? Le toucher. Le sens corporel, qui comprend le toucher et toutes les sensations corporelles. Autrement, on a l'ouïe et l'odorat. Voilà. Donc, je lui dis, on va se situer dans cette partie-là, et là, elle est sur le ventre, on reste, je mettrai une croix ici, on reste sur le ventre. Or, dans le corps, on est loin des pensées. Donc, ce que je vais faire, je vais lui faire une exposition, c'est pas moi, je fais ça comme les autres collègues font en TCC, une exposition émotionnelle et corporelle, en fait, corporelle principalement, c'est sur quoi insiste d'ailleurs Segal et Tisdale, de rentrer au niveau du corps et de se poser au niveau du corps. Parce que lorsqu'on a une souffrance, un traumatisme, en général, on a des boucles entre les pensées et les émotions. Par exemple, si je prends un exemple caricatural, pensée, ma femme m'a quitté, émotion, accablement, tristesse, qui relance une autre pensée, et pourtant je lui ai acheté une jolie bague, qui relance une émotion, dépit, qui relance une pensée, et elle est partie avec mon meilleur ami, qui a une émotion, jalousie, qui relance une autre pensée, puis le monsieur il va tourner comme ça, il va ruminer pendant des jours, des semaines, des années, peut-être toute sa vie. Donc, Segal et Tisdale montre bien tous ces phénomènes de bouclage qui nous entretiennent. On reste dans des ruminations, on pédale comme un petit vélo, ou comme un hamster, on alimente comme un hamster le tour en faisant ces boucles. Donc si on prend le traumatisme, il ne faut surtout pas rentrer dans ces boucles. Il faut donc aller loin, au niveau du corps, et rester, à supposer qu'on reste centré pendant une demi-heure sur le ressenti du corps, le ressenti va s'atténuer, parce que si la dame elle a le ventre noué, c'est parce qu'elle a les boucles qui entretiennent les émotions, dont la face
somatique, c'est le corps, voyez-vous. Mais si elle n'est plus dans les pensées qui tournent les émotions, le corps, avec le ventre noué, va se détendre de lui-même parce qu'il n'est plus alimenté, les boucles ne sont plus alimentées, vous me suivez? Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme à MDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing, c'est la même technique. À MDR, on fait regarder un pendule avec, c'est comme ça, voilà. Rester concentré sur le corps. Donc, la dame est là, et je lui dis, restez posé sur votre estomac. Je lui répète ça toutes les 5 ou 10 secondes. Entrez dans le ressenti de votre ventre, qui est noué. Ne remontez plus aux pensées. Restez posé sur le ressenti du ventre. Ne remontez plus sur les pensées. Restez sur le ressenti de votre ventre. Entrez dans le ressenti de votre ventre et goûtez-le. C'est pas amusant. C'est pas drôle. Goûtez-le. C'est dur, restez sur son petit du ventre. Je lui répète en permanence ça pendant, et de temps en temps, toutes les 10 minutes, par exemple, ou 5-10 minutes, je lui dis, là, votre ventre, il est tendu à combien maintenant? Oh, maintenant à 5. Bon, restez, entrez bien dans le ressenti du ventre, ne le perdez pas, goûtez-le, restez-le, c'est pas marrant, restez là, au bout de 20 minutes, vous êtes à combien? On voit 2. Restez, même si le ressenti s'estompe comme une silhouette à l'horizon, poursuivez-le, restez dans le ressenti du ventre, goûtez-le, et là, ben, je sens presque plus rien. Bon, et ben alors maintenant, remontons à l'émotion, qui était l'émotion d'horreur, qui était donc à 8 ou 9 sur 10. Vous la ressentez à combien? Eh bien, c'est là que la personne dit, mais je ressens plus, c'est bizarre, je ressens plus. Parce que quand vous avez une pièce, si vous voulez, l'émotion est une pièce avec 2 faces. Si vous rédigez une face, mais l'autre diminue en même temps. Donc l'émotion, elle a disparu. Elle est plus qu'à 0,5 ou 1 ou 0. Et alors, donc à partir de là, je lui dis, bon, maintenant, on va ouvrir les yeux. Vous allez revenir sur la chaise où vous étiez avant. Et là, vous réévaluez la situation qui était horrible à 8 ou 9 ou à 7 sur 10. Et elle m'a dit, mais c'est bizarre. Il y a 3 mois, il y a un monsieur qui m'a dit, mais vous m'avez hypnotisé. Mais non, pas du tout. Parce que ça fait une exposition émotionnelle, ça fait une auto-libération des émotions, comme on dit dans le bouddhisme, mais c'est les mêmes techniques. Mais ici, l'exposition émotionnelle, qui est corporelle, elle est dirigée par le thérapeute qui arrive à caler la patiente ici. On la cale en lui répétant ça, ou en lui faisant voir un pendule qu'il faut suivre des yeux. Du coup, elle n'a pas le temps de remonter au niveau des pensées. Donc, elle reste au niveau des sensations corporelles. Qui te garde, donc l'émotion aussi. Et après, ça fait une impression de bizarrerie parce que on voit la même chose, mais sans l'agrégat du samskara, sans les émotions, sans rien. Et les personnes, elles disent toujours, mais ça va durer combien de temps? Ben, deux choses, soit il y a des incidences sur le futur, mais là, il n'y en a pas. Je dis non, vous revenez la semaine prochaine, mais normalement, c'est fini, donc c'est fini. Et alors, ce que vous avez compris ici, c'est qu'en PCC, on va faire des l'exposition émotionnelle en stabilisant la tension de la personne sur la zone du corps. Mais quand on est un pratiquant bouddhiste, on sait, on a travaillé avec la tension. Donc on peut soi-même se poser à un endroit. Et on peut faire la régulation émotionnelle tout seul. Je vais donner un autre exemple. Je donnerai un ou deux autres exemples. Il y a 2 ans, c'était une personne que je connaissais, dont la fille était partie faire, après un stage de fin d'études en Russie, en Moscou, avec d'autres camarades. Elle était dans une chambre dans un bâtiment avec un copain ou une copine. Bon. Et arrive la police qui fait des contrôles d'identité. Un policier rentre dans sa chambre où elle était avec un autre camarade, ou une autre camarade, donc 2 policiers. Un des 2 policiers sera avec son camarade, il doit l'amener, je ne sais pas où, dans le couloir peut-être, ou à la voiture vérifier, je ne sais pas quoi, et elle se retrouve avec l'autre policier qui, en fait, l'a projeté sur le divan pour lui faire une agression sexuelle. Alors, elle a hurlé, et heureusement, il n'avait pas fermé la porte à clé, et il y avait heureusement un voisin qui entendait ça, est sorti et qui est rentré, et donc ça s'est arrêté là. Mais la jeune fille était traumatisée, donc elle est rentrée elle est passée à l'ambassade de France, elle est rentrée le lendemain,
Et sa mère m'a dit, elle est choquée, complètement choquée. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, puisque tu fais vous savez que je fais des techniques comme ça. Alors je lui dis oui, mais je lui dis mais elle n'a pas été violée. Ah non, bon alors ça c'était déterminant parce que si elle était violée, alors là je ne peux pas faire ça parce qu'il y aurait eu des incidences sur elle aurait pu attraper une maladie ou que ce soit. Donc elle est venue et pareil, on a repassé le film, entré dans évaluer l'émotion principale, c'est-à-dire la peur, l'affolement, enfin la peur, et peut-être à 9 sur 10. On rentre dans la zone là, du corps la plus sensible, où elle le ressentait en ce moment, par exemple la gorge serrée, il y en a peut-être d'autres sensations ouais, dans tout le corps. Et on reste exposé en exposition sur la composante corporelle de l'émotion, et puis tout le monde diminue, puis à la fin, il ne restait plus rien. Et pareil, elle me demande après, mais ça va durer? Ben, je lui dis, ben oui, repasser me voir, on avait fait ça un samedi, parce que c'était une urgence, et on avait fait, je dis repasser lundi, puis elle repasse lundi, je dis mais il n'y a pas de problème, et puis lundi c'était libéré, voyez-vous. Et donc ça c'est le traitement des traumatismes par exposition émotionnelle ou régulation émotionnelle, et c'est excellemment expliqué par Pierre Philippot, qui est professeur de psychologie à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Alors, application au quotidien. Alors, heureusement, on n'a pas les accidents corporels, on n'est pas brûlé tous les jours. Mais, je vais prendre un exemple simple. Moi, je fais ça j'utilise cette technique d'autorégulation émotionnelle en permanence. Par exemple, une fois, à mon établissement à Limoges, à l'université, je partais c'était 6h moins 5, je vais faire des photocopies au bâtiment, il y a des photocopieuses, j'en avais pour 2 minutes. Et puis il y a une dame qui arrive qui me dit, que je connaissais, qui me dit ah on ferme monsieur Lestage. Moi j'ai dit excusez-moi, j'en ai pour 2 minutes. Non, on ferme. Je lui dis quand même, soyez sympa, j'en ai vraiment pour 2 minutes, bien sûr. Non, je ferme, c'est comme ça, je ferme, et vous sortez, et vous laissez bien, vous sortez. Bon, c'est pas grave, il fallait que j'y aille le lendemain matin, il fallait pas qu'il y ait de monde dans le matin, bref, ça m'énervait, mais donc je rentre chez moi, et qu'est-ce que je fais? Je me pose sur ma chaise, je fais une régulation émotionnelle, donc pas sur un affût, mais simplement je visite la chose, je me dis où est-ce que je sens, qu'est-ce que je sens comme émotion, de l'énervement, ou comme pensée déjà que penser, je ne le dis pas, c'était pas une pensée très valorisante pour la dame, mais en tout cas, qu'est-ce que je ressens comme émotion? De l'énervement, de la colère, je la ressens où? Mettons les mâchoires serrées, les mains crispées, mettons les mâchoires serrées, donc j'entre dans la sensation des mâchoires serrées, je reste dans la sensation des mâchoires serrées, qui était, mettons, à 6, 2, 3 minutes, 4 minutes, il n'y a pas d'incidence, c'est un petit événement, ça. Donc, je suis dégrade, je suis à 0, et là, je ouvre les yeux. Ça a duré 3, 4 ou 5 minutes. Et puis, je ne ressens plus rien. Comme si je repensais la situation 3 jours après. Parce que 3 jours après, ça se serait désagrégé, libéré l'émotion. Vous comprenez? Donc, ça marche du tonnerre. Autre exemple, une fois, j'allais chez une collègue à Bordeaux que je ne connaissais pas, qui est une psychologue, alors qui m'avait invité à manger, bon, très sympa. Et puis, on commence à discuter sur le sujet, on n'est pas d'accord, le temps monte. Je me dis quand même, on va pas commencer à s'engueuler, alors qu'on se connaît même pas, que je suis invité à dîner chez cette dame très sympathique. Et alors elle parlait comme ça, je me suis dit, bon, il faut que je fasse une régulation parce qu'elle m'énerve tellement que... Alors du coup, comme elle parlait, je laissais parler, mais en fait je la regardais pas. Je me suis dit, bon, j'ai fait le mécanisme, qu'est-ce que je ressens? Mais mettons de l'énervement, je sais plus quelle émotion, mais de l'énervement. Ou alors mettons dans la gorge nouée, donc pendant qu'elle continue à parler, je rentre dans ma sensation de gorge nouée, mais je ne l'écoutais plus, elle parlait. Du coup, ma gorge se détend, l'énervement disparaît, ça a dû se voir sur mon visage, parce qu'en fait, 10 minutes après, tout était devenu très sympathique. Donc c'est ça les techniques de régulation émotionnelle qu'on peut utiliser en TCC et qu'on utilise aussi dans le bouddhisme. Alors moi je sais bien l'exprimer en ces termes dans le TCC,
Mais dans le bouddhisme Mahayana, dans le bouddhisme tibétain, c'est l'autolibération des émotions, et dans le Dzogchen aussi, dans le Mahamudra aussi. Où en fait, il faut rentrer dans l'émotion, la voir, rester dessus, parce qu'on peut le faire en s'exposant uniquement à l'émotion. Hein. On peut, par exemple, sur la colère, on peut rester sur la colère, mais à la colère, on est en interface avec les pensées, on est très proche. Donc c'est très difficile de rester en exposition sur la composante psychologique de l'émotion. Il vaut mieux descendre en bas du triangle sur la composante corporelle, c'est ce que préconise notamment Segal ou Tisdale. Parce que là, on n'est plus dans les pensées. Mais on peut le faire sur l'émotion pure, de la colère, de la jalousie, de tout ce qu'on veut. Même des émotions positives, ça va les dégrader. Ça c'est marrant, c'est-à-dire on est plein de... on est comblé parce qu'on vient de gagner 50 000 euros au loto, ou à la loterie. Bon, on peut dégrader cet enthousiasme. Là, c'est moins... Il faut savoir ce qu'on veut faire. En tout cas, voilà, ça marche comme ça. Et dans l'autolibération des émotions, on va regarder l'émotion comme en métacognition, mais sans rentrer dans des enchaînements de pensée, en lâchant l'esprit conceptuel qui va tourner et qui va renforcer les émotions. Mais ça revient à ce schéma-là. Donc c'est ce qu'on peut se proposer de faire comme exercice. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Ma question c'est, donc là c'est la personne a eu un traumatisme, du coup elle fait ça, ça lui permet de se libérer de cette émotion, donc ce qui est très bénéfique, mais ma question c'est s'il lui arrive la même chose, ou un autre traumatisme, est-ce que ça va lui permettre de refaire plus facilement Bon, après, c'est sûr que ce système, quoi. Il faut être un peu... il faut garder un peu de bon sens, c'est-à-dire si les deux exemples que j'ai pris, ça se reposait 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un certain temps, la personne commencera à se projeter sur l'avenir, à se dire je suis systématiquement violé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, peut-être changer ma tenue vestimentaire, l'autre, comment ça se fait qu'il n'y a que moi qui vois des accidents de la route, mais bon, en général, ça se passait pas, j'ai pas eu du cas comme ça. Non, mais je veux dire, d'autres types de difficultés quotidiennes, quoi, pas... mais ça marche pour toutes les difficultés. Ouais. Celles qui n'ont pas pour des situations simples qui ne sont pas compliquées. Par exemple, quand je fais des exercices, dans les stages que je fais quand je fais ces stages de mindfulness, quand on arrive à cette séance, et c'est ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on va faire l'exercice de la 5e séance de mindfulness, je dis aux personnes de choisir une situation simple. Parce que j'avais une collègue qui m'a dit oulala, mais ça n'a pas marché, parce que quand j'ai pensé à la femme, à la belle-sœur, parce que figure-toi que ma belle-sœur, par rapport à mon mari, c'est cela, mais il faut savoir que mes parents, ils avaient déjà fait ça, or que moi j'avais dit ça. Et puis comme les enfants ont ceci, cela, du coup les cousins ça, et ma belle-sœur aussi. Et alors, je lui dis non, mais là c'est vraiment pas le genre de choses à faire il faut prendre une solution ponctuelle. C'est ce que conseille Pierre Philippot. Alors, excusez-moi, je vais devoir y aller parce que j'ai mon train à 7h. Ah, mais moi c'est heure. Il est déjà 6h. Ben alors on va pas le faire. Non, mais vous pouvez le faire sans moi. Un peu plus tôt. Désolé vraiment. Ah oui. Vous pouvez le faire sans moi, mais c'est juste que. Et tu l'as où le train? À Montparnasse. Ah oui. Mon service, combien de temps il faut pour... 3 quarts d'heure. Ouais. Et au mieux compter 1 heure. Oui, à 7h, il faut que tu ailles. Ouais, moi il faut que j'y aille, ouais. Désolé, mais si vous voulez, je pense que vous avez un quart d'heure, 20 minutes peut-être. Moi j'aurais aimé le faire, mais là. C'est vrai que moi aussi j'ai pas beaucoup de temps du coup, parce qu'il faut que je parte pas trop tard. Ce que vous pouvez. Moi il faut vraiment me dire si j'ai perdu tout le monde. Oui, parce que c'est le dernier train, après j'en ai pas d'autres. Bon, on va pas le faire alors, ça faille. Non, mais je peux pas. Je suis désolé. Non, ça va être trop long, peut-être 6 heures. Après la technique, je vais vous montrer la technique, mais excusez-moi. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant, merci beaucoup. Merci. Désolé de devoir partir à l'avance. Merci à tous. Merci à toi, à bientôt. Oui, il faut que je pense. C'est-à-dire, c'est difficile de faire l'exercice sans donner le contexte. Mais la technique, bon, ça, c'est un polycopier que j'ai sur mon site internet.
Ce qu'on aurait fait, c'est choisir une situation, au choix, passé, présent, futur. Alors, le mieux, c'est le passé, soit dans le travail, soit dans du travail, dans les personnels. Donc, je commence par ça. Après, on prend une échelle d'évaluation des difficultés, 0 à 10. Et après, je demande d'essayer de repérer une situation qui pose problème, encore à l'heure actuelle. Mais comme on est en groupe, personne ne dit laquelle. Je demande simplement aux personnes s'ils ont une petite situation à se mettre sous le coude. Et s'ils hésitent, je leur demande, ils vont me le dire un peu, ils m'ont donné quelques indications, mais surtout sans donner le sujet, parce que ça peut être très privé. Donc, par exemple, ça s'est passé, ils vont me dire, c'est passé il y a tant de temps, j'ai été affecté pendant tant de temps, et au début, mais pas le sujet. Voyez. Alors, plus c'est ponctuel, et plus c'est récent. Par exemple, imaginons que ce matin, en partant, votre fils, votre grand-père, votre père, votre cela, ou quelqu'un dans le métro vous a fait quelque chose qui fait que vous êtes encore vraiment perturbé par cette chose-là, mais que d'ici 3 ou 4 jours, ça sera passé. Donc ça, c'est le cadre idéal. Mais en général, on n'a pas une chose que sous le coude. En général, on a plutôt une difficulté qui s'est allée sur un certain temps. Mais on peut toujours faire l'exercice, parce que si ça dissout pas, si ça libère pas totalement l'effet de la difficulté, l'émotion, si ça ne règle pas totalement l'émotion, ça peut avoir quand même un effet. Donc, on essaie de prendre une situation, autrement vous en avez en tête, et puis on ne va pas le faire, mais je peux vous demander si vous avez une situation en tête du passé récent qui sont encore pénibles, qui posent quelques difficultés. Personne? Bon. Et alors après, je dis, bon, on va inviter les personnes à identifier le degré de difficulté qu'elles ressentent en ce moment, ou avec l'émotion, la trace où elles peuvent le ressentir dans le corps, ce qu'elles ressentent dans le corps, si elles ne ressentent pas dans le corps, de se poser sur l'émotion, simplement, ça remonter à la conceptualisation, aux pensées en triangle, et puis après, pendant 20 minutes, ou 10 minutes, 20 minutes, je vais demander de rester sur une zone du corps sur laquelle vous êtes concerné. Et après, toutes ces minutes, je dis, essayez d'évaluer à quel niveau vous en êtes de tension de cette zone du corps. Et puis après, je continue comme ça pendant 10-20 minutes. Puis après, je demande à la fin à combien on en est. Alors, en général, il y a un quart des personnes qui n'ont rien fait parce qu'elles n'avaient rien sous le coude. Un tiers qui avait une difficulté sympa, enfin, chacun peut travailler, puis un autre tiers qui traîne un problème depuis 3 ans, et qui ont essayé avec ça, comme ils n'avaient rien d'autre, on l'a fait avec ça. Du coup, on a des personnes qui n'ont rien ressenti, des personnes qui étaient super parce que vraiment, c'est surprenant, j'ai vu un effet, une amélioration, et d'autres qui disent, bon, je me sens peut-être un peu mieux, mais enfin, quand même, c'est pas plus difficile. C'est tout. Et après, vous pouvez faire chez vous. Et voilà, donc on va finir comme ça. Merci pour votre attention et votre patience. Merci à tous, en ligne aussi.